Bienvenue à tous sur cette chaîne et sur ces épisodes dédiés à ce bateau. C'est une Princess 286 Riviera de 1988 d'un chantier anglais. Elle vient d'Angleterre. Il fait 9 mètres de long, un petit peu moins, 8 mètres 60 et en hors tout un peu plus de 9 mètres. 3 mètres 30 de large, ce qui est très large pour un bateau surtout de cette époque. Et même comparé aux standards actuels, c'est un bateau vraiment large, donc très habitable à l'intérieur et dans la partie arrière aussi. Il y en a eu plus de 500 exemplaires produits, c'était vraiment un bateau à succès, c'est un peu une référence, c'est quasiment un peu une légende ce bateau, ne serait-ce que par sa ligne. Vous voyez ici sur les photos, c'est vraiment un bateau qui avait une super ligne, qui est assez indémodable. C'est essentiellement pour ça que je l'ai choisi, parce qu'il est habitable, il est indémodable, c'est une référence, c'est très solide, c'est vraiment un super bateau. Donc à refiter, c'est vraiment un terrain de jeu super. Donc le bateau est globalement dans son jus, plutôt, j'irais bien entretenu par rapport à son âge, mais pas entretenu sur les dernières années. C'est plein de petits détails, des charnières cassées, etc. Enfin voilà, les équipements électriques aussi, électroniques, ils sont plus du tout à jour. Les moteurs ont été changés en 2008, donc c'est des blocs de fin 2007 installés début 2008, et officiellement ils n'ont que 76 heures. J'ai du mal à y croire, des moteurs de 76 heures alors qu'ils sont de 2008, on est en 2025, ils ont que 76 heures. J'y crois pas trop. Surtout que les moteurs, il y a pas mal de problèmes. Donc ce premier épisode et à mon avis les suivants seront vraiment dédiés aux moteurs pour pouvoir les remettre en état, pour pouvoir espérer naviguer. La base est saine, mais on va voir ensemble, il y a des choses à faire. Alors on est maintenant dans la cale moteur de la Princess 286, donc elle est motorisée en bimoteur. On a deux moteurs, deux 4,3 litres V6 220 chevaux Mercruiser. Donc Mercruiser, c'est une société américaine qui est liée, qui est la même chose en fait que Mercury, que vous connaissez peut-être, qui fabrique des moteurs hors bord. Mercruiser, c'est le nom pour les inboard. La base moteur n'a pas été développée par Mercury ni Mercruiser. C'est un Chevrolet 4,3 litres V6 qu'on a retrouvé, alors je suis pas expert, mais je crois dans le Tahoe de ces Chevrolet, il y a eu ce 4,3 litres V6. Donc là il est en version injection multipoint. C'est la toute dernière évolution avant que Mercruiser développe sa propre tête motrice, 4,5 litres V6, et qui est vendu désormais à la place de celui-là. Donc là c'est vraiment la dernière version de ces blocs-là, qui existe depuis, en marine je pense, depuis les années 80. Et en terrestre, je crois que le premier moteur est sorti fin des années 60. Donc c'est vraiment des vieux blocs très rustiques, à culbuteur, voilà, vraiment du très très simple. C'est très bien en autisme, le très très simple, on aime bien. Maintenant, avec l'injection multipoint, etc., ils ont gagné un ECU, un peu de complexité, mais ça va être intéressant de travailler dessus et surtout les remettre en état. Au niveau de leur état et de l'historique, officiellement ils ont 76 heures. Donc en nautisme, on parle en heures et pas en kilomètres. Enfin, il n'y a pas de kilomètres en nautisme, c'est des milles nautiques, mais on pourrait parler en milles nautiques, mais non, on parle en heures. Donc 76 heures, c'est vraiment peu. On pourrait dire que c'est équivalent à 6 à 10 000 km en routier. Donc 76 heures, c'est ce qui est affiché à l'horamètre au tableau de bord. Maintenant, les ECU enregistrent les heures sur ces générations-là, qui sont les dernières générations. Donc on va pouvoir se brancher pour récupérer les heures de chacun. Moi, j'ai qu'un seul horamètre au tableau de bord qui dit les heures pour tout. Là, on pourra savoir exactement les heures de chacun. Premier sujet, celui-ci il est officiellement en panne. On a en fait la pompe à essence qui, selon le vendeur, est HS, est grippée, et il a monté une pompe à essence externe. C'est pas forcément une bonne idée parce que d'origine le carburant est refroidi. On verra ensemble en plus son montage est à ne jamais faire. Les fils ont été coupés, c'est un délire. Donc j'ai démonté la pompe à essence dessus, j'ai la pièce, on va voir ensemble pour la changer, réparer les faisceaux, puisque tout a été coupé archaïquement. Donc là, vraiment, celui-là, il a une panne identifiée, voilà. Celui-là, officiellement, il tourne. Moi, je ne l'ai pas vu tourner tout simplement parce que le bateau est en panne d'essence au moment où je l'ai acheté. C'est-à-dire que là, le réservoir est totalement vide, donc on ne peut plus le démarrer. Et dans tous les cas, j'ai attaqué son gros entretien. On va sûrement découvrir des choses. Dans tous les cas, moi j'ai pris les kits 300 heures 3 ans de chez Mercruiser, plus certaines pièces, par exemple le doigt d'allumeur sur le distributeur à l'arrière, la mousse diacée, voilà, on va ensemble faire certaines choses, on va dire une maintenance étendue.
en plus de la pompe à essence. Peut-être cette pompe à essence là, je suis en réflexion de me dire si celle-là a grillé, quitte à être lancée, autant faire celle-ci. Globalement, voilà pour les blocs. Sur les embases, donc les embases c'est la propulsion, c'est ce qui va jusqu'à l'hélice. Ça on va voir plus tard, mais il y a aussi beaucoup de boulot dessus. Donc j'ai démonté sur ce moteur les coudes et collecteurs d'échappement. Sur celui-là j'en ai démonté un, il en reste un. Et du coup on va voir ensemble le démontage des coudes et collecteurs et pourquoi c'est judicieux de les démonter et de les contrôler quand on vient d'acheter le bateau. Le coude, le collecteur, et là le reste de l'échappement. Donc pour vous expliquer comment ça fonctionne, ici vous avez vraiment le collecteur d'échappement, donc les gaz d'échappement qui viennent, comme dans une voiture. Là il n'y a pas de changement sur cette pièce. Sauf que c'est refroidi par eau de mer. C'est-à-dire que l'eau de mer est injectée dedans, donc par le dessous, on va le voir ensemble quand il sera démonté. Les gaz d'échappement montent ici et repartent pour descendre jusqu'à en dehors du bateau. L'eau de mer, elle, continue. Elle est même injectée en plus ici, vous pouvez voir la durite. Donc ici, jusqu'au début du coude et dans le collecteur, l'eau de mer est totalement séparée des gaz d'échappement. C'est-à-dire que vous avez vraiment deux cloisons, eau de mer et échappement. Une fois juste au niveau ici de la durite, une fois arrivé là, les gaz d'échappement sont mélangés à l'eau de mer et l'ensemble est évacué par l'embase à l'arrière du bateau. Donc on va attaquer le démontage. Bon, on a un petit démontage de ce côté à l'arrière pour la commande de gaz qui est fixée en fait ici. Voilà, donc maintenant on a la partie commande de gaz qui est libre du coude d'échappement. Voilà, ce sont des longues vis comme ça qui sont reprises directement sur le coude d'échappement. Donc maintenant il va être libre, mais on va juste défaire ici cette durite d'eau de mer qui arrive, parce que sinon ça va nous empêcher de le retirer. De l'autre côté il n'y a rien. Venir facilement. Ouais. Voilà. Alors, voilà, donc là je l'ai soulevé d'abord à l'arrière pour le déconnecter. Vous allez voir depuis directement la corne d'échappement. Ici il a pu bouger puisque il est libre. Et donc là maintenant je peux le prendre. Donc, voilà la pièce. Ici maintenant vous voyez le collecteur d'échappement, la sortie échappement, la sortie eau de mer. Ici vous avez la corne d'échappement. Donc la corne d'échappement, vu qu'on est sur un moteur en V, donc il y en a une de chaque côté, qui se rejoignent au niveau de l'embase pour évacuer le mélange eau et gaz d'échappement. Et le problème, c'est que si on laissait en direct, on pourrait avoir une probable remontée d'eau de mer qui pourrait remonter jusqu'au collecteur et donc dans les cylindres. Pour ça, on met des clapets. Donc ici, on voit qu'ils étaient un peu collés, mais ils fonctionnent bien. Un peu sale à l'intérieur, plus que dans celui-là, tout simplement parce que celui-là a tourné un dernier, celui-là n'a pas tourné. Donc ça sent un peu la marée, mais bon, il est fonctionnel, hein. Il n'y a pas de quoi le changer. Ce qui est surtout un problème, c'est quand on ouvre et qu'il n'y est plus, c'est-à-dire qu'il est tombé en lambeaux au fond de la corne, et là c'est beaucoup plus galère à aller chercher. Maintenant on va attaquer la dépose du collecteur. Non. Celui-là. Donc, voici les vis qui sont reprises donc
du collecteur directement sur la culasse. Voilà. Pour le prendre, on peut mettre soit un petit coup de maillet, soit rien qu'à la main. Voilà. Hop. Donc là, vu que j'ai retiré les durites en dessous, je peux le prendre. Là, c'est quand même particulièrement lourd. On va faire les bougies. Hop. Oh, putain. Bah dis donc. Voilà, lui est beaucoup plus facile. Voilà. Ok, c'est bien noir. C'est pareil. C'est pareil. Les anciennes bougies, les nouvelles. Sachant que là on est en iridium. Là on est en normal. On va commencer par elle. C'est quand même beaucoup plus simple de les faire sans le collecteur, parce que vous imaginez, il est là. Donc l'accès en dessous, il est assez pourri, on voit rien. Donc c'est franchement la bonne occasion, quand on dépose les collecteurs, de faire les bougies en même temps. Petite particularité sur ce moteur, c'est qu'il a pris l'eau. Alors il a pris l'eau comment? Pas submersion, heureusement. Et en fait il a pris l'eau par présence d'eau dans l'essence. J'ai découvert ça en démontant le filtre à essence qui était plein d'eau, plein de rouille. Du coup ça m'a mis le stress et j'ai démonté, je vais vous montrer, j'ai démonté la durite d'essence qui est ici, qui va directement vraiment à l'injection. Donc cette durite d'essence, elle n'a pas de secret, ça passe après le pré-filtre que j'ai démonté qui était ici, le filtre moteur qui est caché ici, la pompe à essence, puis après tout ça, ça arrive ici. Et donc j'ai pu tester la présence d'eau dans cette durite. En la déconnectant, je l'ai mis au point le plus bas du bateau avec un bocal et effectivement il y avait de l'eau dedans. Donc les injecteurs ont pris de l'eau, ça veut dire que les cylindres, il y a eu une injection d'eau. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais injecter un produit directement dans les chambres de combustion par les puits de bougie pour pouvoir prévenir de la corrosion, aider au prochain allumage. Pour pouvoir bien lubrifier les segments, etc. pour être sûr qu'il n'y ait pas de corrosion. Donc voilà, pour les bougies, c'est fini. Elles sont toutes remontées, ça c'est bon. Par contre, pour l'allumage, c'est pas terminé. Il nous restera le distributeur, puisque c'est des moteurs qui n'ont pas un allumage commandé par l'ECU, mais par un distributeur à l'ancienne. Donc il va falloir ouvrir le distributeur, changer le doigt d'allumeur. Enfin, changer, on va voir un peu l'état. En tout cas, pour aujourd'hui, les bougies neuves sont montées, un coup de produit dans les cylindres, surtout pour lui, parce que j'ai vu que certaines bougies, voilà, regardez celle-là, il y a un petit peu de corrosion dessus. Donc avec un peu de corrosion sur les bougies, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de la corrosion dans les chambres de combustion. J'ai testé le moteur tourne à la main, il n'y a pas de problème, mais là évidemment avec tous les démontages qu'il y a eu, je ne peux pas les faire tourner. Donc produit dans les cylindres, ça c'est fait, bougie neuve, c'est fait, tous les coups des collecteurs sont démontés. Donc maintenant la suite, ça va être à la maison. Je vais partir avec les derniers coups de collecteur, ça va être nettoyage, peinture, préparation des joints, des futurs joints entre coups des collecteurs, et là on pourra attaquer pour revenir ici pour du montage. Donc on a le coude, le collecteur et le raccord au niveau du coude. L'idée est maintenant de les nettoyer. Celui-là par exemple, on a bien de la rouille, donc on va frotter. Mais on va attaquer par le côté échappement.
Donc évidemment qui est rempli de suie. Là on voit bien que c'est rempli de suie. Donc l'idée c'est d'utiliser du décape-four pour pouvoir voilà, donc le décape-four va permettre de diluer toutes les suies d'échappement et après on aura juste à rincer. Voilà, ça permet de retirer toute la crasse. Voilà, donc celle-ci est rincée et on va passer au coude. Voilà. Maintenant on va faire un petit rinçage de la pièce pour pas qu'il reste du décape-four un peu partout. Et la prochaine étape, ce sera de nettoyer la rouille. Et maintenant, on va passer un coup dans les passages d'eau de mer avec une brosse de type goupillon, toujours en métal. Donc, typiquement les entrées ici. On a fait le nettoyage grossier. Donc voilà, maintenant on va les mettre dans un bain de sel d'oseille. Le sel d'oseille, ça s'achète en grande surface, ouais, tout type de grande surface, c'est-à-dire que les supermarchés souvent ils en ont, et évidemment les boutiques de bricolage, de type Leroy Merlin, Brico Dépôt, etc. Donc le sel d'oseille c'est le nom historique, et la matière c'est de l'acide oxalique. L'avantage de l'acide oxalique c'est que ça attaque la rouille mais ça va rien attaquer d'autre, c'est-à-dire que ça va pas bouffer les plastiques, les joints, ça va pas bouffer la peinture, ça va rien faire, c'est un acide vraiment doux mais qui est super efficace sur la rouille. Donc on va en mettre comme ça. Voilà, c'est immergé. Alors lui, pas totalement immergé, mais bon, c'est une pièce en alu. En fait, là, j'utilise le sel d'oseille vraiment pour nettoyer les traces de rouille qui ont pu couler à l'intérieur. Mais en vrai, bon, c'est pas une pièce qui est vraiment rouillée. Elle a d'autres sujets qui sont l'oxydation de l'aluminium. Le principal, c'est pour les autres. Donc voilà, maintenant, on va laisser poser. Voilà, ça a terminé. Donc là, ça a posé un peu plus d'une journée complète, puisque j'ai pas pu venir avant. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un dépôt gris partout, voilà, qui part comme ça. On va sortir les pièces. Voilà. Ça a été efficace, mais je trouve moyen plus. On va voir après avoir rincé. Donc jusqu'ici vous avez vu toutes les étapes de nettoyage des coups de collecteur. Aujourd'hui ils sont tous prêts, là il manque juste un jeu qui sèche dehors. Et je vais attaquer avec un coup de primaire, puis un coup de peinture mercury aux endroits où il y avait de la corrosion, pour essayer vraiment de la stopper. Dans les passages eau de mer, je vais mettre du convertisseur de rouille en spray pour essayer de prolonger un peu leur durée de vie. Ça c'est un peu un test, je sais pas trop si ça va être vraiment fonctionnel, si ça va vraiment prolonger un peu, mais je pense les démonter l'hiver prochain. Donc ça va permettre de contrôler est-ce que ça vaut le coup de mettre du convertisseur ou est-ce qu'ils seront tout de suite rerouillés dans quelques mois. On va maintenant faire la peinture en couleur mercury noir. Donc pour la dernière couche, je vais passer un voile sur toutes les pièces pour pouvoir avoir un rendu uniforme.
J'ai fait exprès de ne pas retirer et pas trop toucher aux joints. Alors évidemment entre coudes collecteurs, là c'est un peu plus brut, mais justement pour qu'ils soient protégés. Et après on va pouvoir les nettoyer entièrement, les mettre propres. Et ce passage-là, retirer l'éventuelle peinture qui serait dessus, par exemple ici. J'attaque le montage des coudes collecteurs, enfin je l'ai déjà attaqué, puisque j'ai monté de ce côté-là, celui-ci et de ce côté. On va faire ensemble le dernier, qui est le plus compliqué, parce qu'en fait, j'utilise une astuce. J'ai coupé des boulons des coudes, qui sont sur les coudes. Elles sont normalement ici. Et j'ai coupé la tête pour, à la place, avec une meuleuse, mettre une empreinte de tournevis. Donc en fait, ça permet de les mettre à blanc au niveau de la culasse. Et comme ça fait guide pour le collecteur. Je viens glisser dessus, je visse les autres et je retire. Pour le dernier, ça n'a pas marché. Ici, j'avais la place de retirer les vis, la largeur. Une fois que je vais mettre le collecteur de ce côté, une fois qu'il sera en place, ça sera impossible de les défaire. Tout simplement, ça va buter contre l'autre collecteur. Donc, il va falloir les mettre, présenter et visser. C'est loin d'être facile. Cette méthode-là est absolument géniale. Ces vis-là, on les fait une seule fois, on les garde après pour tout l'entretien du bateau. Et donc, c'est parti. Hop. Première étape, lui mettre un coup de propre. Pendant les opérations de nettoyage, peinture, etc. des collecteurs, j'avais laissé l'ancien joint graphite dessus. Donc les joints en fait sont comme ça, ils sont graphités. Et donc ça transfère du graphite sur la surface, donc ça protégeait. Et maintenant je vais procéder au nettoyage, au scrapper, pour avoir une belle surface. Voilà, c'est pas mal, ils sont propres. On les visse, on va les graisser et les mettre en place. Voilà, maintenant le joint. Donc le joint qui a une matière assez spéciale, on pourrait croire que c'est en métal, et en fait c'est très gras, etc. Enfin c'est du graphite de chaque côté. Voilà. Donc je vais le présenter ici. Voilà, donc maintenant il va falloir le retourner et le présenter. Et je vais préparer tout de suite la douille. Hop, allez, c'est parti. Alors déjà une vis qui s'est barrée. Est-ce que j'ai pas le joint qui a bougé? Non. Là je peux le lâcher, j'en ai plusieurs. C'est bon, mais c'est là où on voit que la méthode avec la vis coupée est bien meilleure. Je viens juste au moment où ça commence à être embuté, enfin à commencer à serrer quoi. Après tout est à la clé dynamo. Voilà. Donc maintenant à la clé dynamo, première passe à 20 newtons. Et en dernier, le premier. Voilà, maintenant 33 newtons. Et après, dernière passe à 47. Et c'est la passe définitive. Et voilà. Ça c'est fait. Maintenant, ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est en dessous, il y a des durettes. Si vous voulez rentrer, ça serait mieux. Voilà.
Voilà. Et l'autre est ici. Voilà, on a fini pour les connecteurs, mais il nous reste les coudes qui vont se placer ici, ici, et rejoindre après les cordons.